Avec le récit de voyage d'un officier portugais de retour des Indes, la peur d'un terrible fléau gagne le vieux continent au début du XVIe siècle. En 1817, la première pandémie de choléra marque le début d'une nouvelle ère. À partir de l'Inde, son foyer, la maladie suit les voies du commerce pour s'étendre aux quatre coins du monde. En 1832, elle gagne un Londres en pleine industrialisation et tue plus de 7000 personnes. La même année, New York est frappée à son tour. Au pic de l'épidémie, la maladie emporte plus de 100 morts par jour. La 7e pandémie débute en Asie du Sud en 1961, touche l'Afrique en 1971, puis l'Amérique latine en 1991 et commet son dernier forfait en 2010, à Haïti. En 1831, Alexandre Moreau de Jonesse soutient contre tous que la maladie viendrait d'un germe. En 1849, le médecin John Snow, fondateur de l'épidémiologie moderne, soupçonne que la maladie se propagerait à travers le réseau de distribution des eaux. 3 ans plus tard, par précaution, Londres décide que l'eau de la ville sera filtrée par du sable avant d'être distribuée. Une méthode qui prouve son efficacité encore aujourd'hui. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, de nombreux savants de toutes nationalités se penchent sur le bacille virgule, le vibrion cholérique, responsable du choléra. En 1854, l'Italien Filippo Pacini isole le bacille. 30 ans plus tard, Robert Koch, le célèbre découvreur allemand du bacille tuberculeux, s'attire tout le mérite en démontrant que le bacille en forme de virgule est la cause de la maladie. Les premiers soins efficaces sont l'œuvre de l'anglais Leonard Rogers, qui développe en Inde l'hydratation d'un sérum par intraveineuse. Le taux de mortalité chute de manière spectaculaire. À la même période, à Marseille, la javélisation de l'eau stoppe la propagation de l'épidémie. Un siècle plus tard, dans les années 50, les biologistes démontrent que le bacille produit une toxine. Cette découverte permettra le développement de la thérapie par réhydratation orale, la plus répandue aujourd'hui. Le choléra est une maladie facile à traiter, mais elle frappe si vite et si fort que le défi du médecin est d'être plus rapide qu'elle. Sans traitement, et dans 25 à 50% des cas, la pression sanguine du malade chute et la mort peut frapper en quelques heures. Là, on a un patient qui vient de nous arriver dans un état plutôt léthargique. Maintenant, on vient de passer une voie veineuse. Il commence à réouvrir les yeux. Mais à l'arrivée, il a maintenant toujours les extrémités très froides et on n'arrive pas à percevoir le pouls. Dès le déclenchement d'une épidémie, il faut installer un ou plusieurs centres de traitement du choléra, les CTC. Un CTC comporte 3 zones principales, l'observation, l'hospitalisation et la convalescence. Le parcours fléché organise l'entrée des malades et des accompagnants. Une zone est réservée au personnel avec blanchisserie et fourniture, une zone pour gérer les déchets et une autre enfin pour les corps. Dans ces CTC, de l'eau chlorée est disponible en abondance pour laver le sol, les mains et les chaussures. Entre l'entrée et la sortie du centre, le patient suit un circuit balisé pour éviter une nouvelle contamination. Le traitement repose sur la réhydratation. Avec les sels de réhydratation orale, 80% des patients guérissent. Quand la déshydratation est trop sévère, il faut perfuser les malades. L'amélioration est perceptible au bout de quelques heures et la guérison sans séquelles est obtenue en quelques jours. En parallèle des soins, il faut un environnement assaini, latrines propres et eau potable chlorée principalement. En cas d'épidémie, avec des centres de traitement, on peut maintenir le taux de mortalité sous la barre des 1%.
On utilise aussi des antibiotiques pour raccourcir la durée de la diarrhée, diminuer les quantités de liquide de réhydratation et accélérer l'élimination des bacilles par l'organisme. Pour ne pas créer de résistance, l'usage massif des antibiotiques reste occasionnel. On considère que les vaccins anticolériques sont un moyen complémentaire de lutte. Il en existe deux sortes, qui protègent en moyenne à 65% pendant 2 ans. Ils doivent être administrés en 2 doses, par voie orale. Leur efficacité est donc limitée, mais organiser une campagne de vaccination lors d'une épidémie peut permettre de diminuer le nombre de cas.